au moment du voyage, enfin dans le temps du voyage, chacun faisait son travail, hein. C'est-à-dire que moi je dessinais quand je pouvais, enfin en fonction du temps, des conditions climatiques, des conditions physiques aussi, parce que sur un bateau c'est pas toujours simple de dessiner. Donc enfin chacun travaillait de son côté, et puis donc François lui photographiait, donc a ramené un certain nombre de photographies, et c'est seulement au retour que je lui ai demandé de me donner, de faire une sélection des photos qui l'intéressaient, d'en choisir 60 à 80, et de me donner un texte sur son ressenti sur le voyage. Et il m'a donné les lettres qu'il envoyait à sa compagne, enfin les courriels qu'il envoyait à sa compagne. Et c'est avec ce matériau-là, c'est-à-dire mes croquis, ces photographies et ces textes, que j'ai commencé à monter le récit. D'accord. Est-ce que c'était évident qu'on allait suivre plutôt votre récitatif? Parce que finalement, on vous suit un peu plus au plus près finalement, même si votre frère est là, il est vraiment partie intégrante du récit, il n'empêche que c'est votre récitatif à vous qu'on suit en fait. Oui, oui, mais dès le départ, en fait, il a été convenu avec François que j'écrivais l'histoire, enfin, ce qui n'a pas posé de problème, puisque, comme il m'a dit, c'est toi l'auteur de BD, hein. Donc on fait une bande dessinée. Bien sûr, il m'a suivi tout au long du récit. Je lui ai envoyé les textes, je lui ai envoyé le scénario, je lui ai envoyé la structure du récit qu'il a. Bon, il me faisait des commentaires de temps en temps, évidemment, enfin, surtout lorsque je lui laissais la parole, en fait. C'est-à-dire que lorsque je le faisais parler, il me disait « Ouais, non, c'est pas tout à fait comme ça que je pense ». Enfin, il me faisait des petites corrections de cet ordre-là. Mais pour le reste, non, il m'a laissé totale latitude pour faire ça. Enfin, c'était évident que c'était moi qui allait raconter l'histoire, de toute façon. Enfin, je ne sais pas comment on aurait pu la raconter autrement. Enfin, ça me semblait plus juste, en fait, de le faire venir dans le récit et d'exister par ses textes et par ses photos, que d'essayer d'écrire cette mécanique assez complexe. Enfin, vous savez, le BD reportage, et particulièrement celui-là, qui associe donc bande dessinée, croquis, photos, c'est une construction narrative extrêmement complexe. Donc, je veux dire, je ne sais pas comment François aurait pu m'aider en fait là-dedans, dans cette mécanique-là. D'accord, mais justement, avec la bande dessinée de reportage, là, on a l'impression par rapport à ce qu'on a pu voir de vous avant, que vous ouvrez complètement les champs narratifs, vous utilisez à la fois l'illustration, le croquis, la bande dessinée. Donc c'est comme si finalement c'était une sorte de libération de seulement la bande dessinée, parce que parfois ça suppose aussi des contraintes, la bande dessinée a ses codes, mais là justement ça vous permet d'avoir déjà d'aller graphiquement vers des pistes différentes au sein d'un même livre. Est-ce que ça vous l'avez vécu comme une sorte de libération? Comment ça s'est passé en fait? Alors je suis venu au BD reportage par hasard. J'en lisais, mais jamais j'aurais imaginé en faire un jour. L'histoire est commencée lorsque mon frère m'a proposé, il y a 5 ans, de l'accompagner enfin, dans un projet, celui d'embarquer à bord du Marion Dufresne, qui est le bateau ravitailleur des terres australes françaises. Et François avait ce projet avec une amie à lui, Caroline, qui est journaliste maritime. Et pour pouvoir monter à bord de ce bateau, c'est un bateau où on travaille, donc il faut être accepté par l'administration des terres australes. Et il y a énormément de demandes, puisque c'est le seul moyen d'y accéder. Il n'y a pas d'avion, ce ne sont pas des lieux touristiques, loin de là, puisqu'il faut 7 jours pour arriver au premier archipel. Et on s'est dit qu'un dossier qui associait bande dessinée, enfin en tout cas à l'origine photo, dessin et texte, avait plus de chances d'être accepté. Et pour pouvoir monter à bord, il me fallait une garantie de publication. Donc j'ai demandé tout simplement à mon éditeur Futuropolis si un carnet de croquis, un carnet de voyage, comme j'avais pu en faire par ailleurs dans d'autres coins du monde, pouvait l'intéresser. Et là, il m'a dit, écoute, carnet de voyage, ça ne nous intéresse pas du tout, ça ne se vend pas. Mais par contre, si tu nous fais en bande dessinée, là, je te signe le papier comme quoi on va te publier. Et j'ai dit oui, parce que je voulais partir, mais je n'avais évidemment aucune idée de ce que j'allais faire. Et c'est seulement au retour que... Donc pendant le voyage, j'avais fait des croquis, plein de croquis. Puis j'aime ça, en fait, de faire du croquis en voyage.
pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit, parce qu'on ne travaille pas du tout dans les mêmes conditions que l'atelier. Comme je disais tout à l'heure, on est soumis aux conditions climatiques. Je sais pas, je dessine quelqu'un et puis cette personne s'en va, donc j'ai pas fini le dessin. Et c'est pas tant le dessin, que le dessin soit réussi qui compte que ce qui s'est passé au moment où je suis en train de le faire. Parce que ça m'apprend. Parfois, je travaille debout, je travaille sur des bateaux qui bougent, je travaille sous la neige, la pluie, par moins 45. Enfin, donc, je trouve qu'il se passe quelque chose au moment du croquis qui va me servir plus tard. Ça m'ouvre des portes, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait du croquis, mais j'ai rarement publié ces croquis avant les années 2000 parce que ça n'intéressait personne. Donc c'est une digression. Et donc quand je suis rentré, j'avais donc ces 150 croquis. Il y avait aussi une quinzaine de grandes illustrations. Les grandes illustrations, c'est les premières choses que j'ai fait en rentrant, comme pour fixer des visions ou des désirs de dessin que j'avais eus. Ce voyage avait évidemment nourri mon imaginaire. Il y a des images qui étaient nées dans ma tête. Et donc voilà, j'ai fait ces grandes illustrations parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais dans des bouquins d'illustration. Puis voilà, j'ai les croquis, les illustrations, et puis maintenant il faut que je raconte une histoire. Et c'est la démarche inverse de celle que j'ai pour les récits de fiction, où j'écris d'abord l'histoire et ensuite je la dessine, évidemment. Là, j'avais les dessins. Et l'histoire est née des dessins. C'est comment je passe d'un dessin à l'autre. Et petit à petit, ça s'est nourri comme une sorte de puzzle, comme ça. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas combien de pages j'allais faire le livre. J'avais opté pour faire la bande dessinée en noir et blanc, justement pour la dissocier de ce qui avait été fait sur place, qui était majoritairement en couleur. Et petit à petit, voilà, ça s'est nourri. Et je faisais les planches de bande dessinée très très vite aussi. Je faisais parfois plus d'une page par jour. Ah, oui. Donc il y avait cette dynamique en fait de récit. Je pense que j'étais pris dans une forme d'excitation d'inventer un truc que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Quand mes amis m'appelaient en me disant qu'est-ce que tu fais, je dis je fais un truc, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, ça mélangeait le croquis, la bande dessinée. Et puis en plus les croquis avec des techniques extrêmement différentes les unes des autres. Il y avait du fusain, de la craie grasse. Enfin, c'est-à-dire que tous les codes dans lesquels j'avais grandi de ce qui était une bande dessinée étaient complètement balayés. Voilà, ça a fait cette chose. J'avais un ami libraire qui appelait ça un objet livresque non identifié. Et qui... je savais pas, on ne savait pas du tout comment ça allait être accueilli. Hein. Mais en tout cas, personnellement, j'avais pris un plaisir inouï à faire ce livre. Je crois que je n'ai jamais fait un livre avec autant de plaisir que ce premier livre. Et puis voilà, il a été accueilli. J'ai eu des très bons retours de ça. Et là, je me suis dit, ça m'ouvrait des portes. J'avais l'impression d'ouvrir la fenêtre et qu'il y avait un grand air qui... Je me suis dit, si j'ai fait ça, maintenant, on va continuer. Et puis j'ai fait le printemps à Tchernobyl. Et puis, dans La Lune est blanche, là, on a rajouté un élément supplémentaire qui est les photographies de mon frère. Mais est-ce que, justement, dans tous ces voyages-là, on va... au moins dans ces deux-là, c'est-à-dire aux îles Kerguelen et puis ensuite en Antarctique, est-ce que vous partiez avec une obligation de résultat? Est-ce que ça a changé un peu votre manière de voyager? Parce que vous êtes voyageur par ailleurs, en dehors de toute préoccupation éditoriale. Mais là, il y avait justement l'idée de faire un livre derrière ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, on imagine que ça allume une sorte de veilleuse, une vigilance sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, pour en tout cas ensuite en tirer une substance pour une histoire? Alors, oui, disons que, vous savez, pour le croquis, ce que j'aimais, c'est que c'était pas publié. Pendant jusqu'aux années 2000, jusqu'à ce qu'on commence à publier des carnets de croquis, vraiment beaucoup. J'avais jamais publié mes carnets de croquis. Et j'aimais beaucoup cette liberté parce que je savais qu'il n'y avait pas d'enjeu parce que ce n'était pas destiné à la publication. Et curieusement, c'est au moment où ceux-ci ont commencé à être publiés que j'ai arrêté d'en faire. Pendant plusieurs années, j'ai plus fait de croquis. C'est comme si la publication avait un peu perverti le truc parce que je me disais que j'avais sans doute pas la même fraîcheur et la même liberté, sachant que ça allait être vu.
Et ce qui a changé les choses, c'est le voyage que j'ai fait à Tchernobyl. Là, j'ai ramené un carnet de croquis. Et là, j'ai recommencé à dessiner. J'ai retrouvé le plaisir que j'avais de faire du croquis, en étant peut-être plus attentif, effectivement, sachant que j'allais devoir en faire un récit par la suite. Alors, c'est-à-dire qu'en parallèle au carnet de croquis, je prends des notes. Mais les notes, c'est pas rédigé, hein, ce sont des extraits de phrases, des extraits de discussion, des idées qui me passent. Je sais pas, dans La Lune est blanche, par exemple, on doit donner 2 ou 3 titres différents au livre, parce que c'était des idées de titres à un moment donné, je vois, il y avait un thermomètre dans la caravane qui traversait l'Antarctique. Un matin, j'ai vu qu'il faisait moins 37,2. Je me suis retourné vers mon frère, je lui ai dit moins 37,2 le matin, ce serait pas mal. Voilà. Donc voilà, je prends ces notes, c'est des extraits de discussion, parce que je sais que ça va nourrir les personnes, enfin les gens que je vais raconter. J'ai besoin d'imaginer qu'ils soient... Enfin, pour moi, c'est des gens qui sont extrêmement touchants, extrêmement vivants. Et je me dis, bon, comment les raconter c'est peut-être leur raconter avec leurs mots et essayer de trouver ces petits mots qu'ils utilisent de temps en temps et qui me touchent. Il y avait un des raiders, les raiders, ce sont les chauffeurs du raid, me disait, un jour, je lui posais la question, mais comment expliques-tu à tes amis ce qu'est le raid? Il me dit, moi, j'ai pas les mots, je leur montre les photos, mais bon, pour eux, ils me disent, c'est tous les ans la même chose. Alors aujourd'hui, je leur dis que je vais graisser l'axe du monde. Voilà. Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de petites choses que je note. Alors je ramène plusieurs pages, mais je sais pas du tout ce que je vais faire au retour. Et ça vous empêche jamais d'être dans le présent? Parce que je pense à un passage, en fait, à un moment donné où vous conduisez et vous avez, vous évoquez le fait que finalement c'est une grande aventure, certes, c'est hyper important, mais par ailleurs l'activité dans laquelle vous êtes est assez calme, en fait, et surtout tout le temps les mêmes tous les jours. Et que finalement ça donne un sens à l'aventure avec un grand A, quelque chose d'un petit peu curieux. Est-ce que, en tout cas, cette obligation de résultat, surtout, ça ne vous empêche pas par moment d'être dans le présent, en fait, et donc de courir après justement l'instant présent? Non, je suis dans le présent parce que je crois que j'ai beaucoup de mal à anticiper ce que je vais faire après lorsque je suis dedans. Et puis, je crois que ce voyage en Antarctique a été quand même assez stressant. Le souvenir que j'en ai, c'est quand même de cette attente. En fait, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas anticiper. Donc le présent, enfin, je crois que je le vis parce que tout simplement je suis angoissé, je suis pas bien pendant ce voyage, enfin, beaucoup parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire le raid ou pas. Ouais. Et non, l'angoisse vient plutôt au retour. C'est-à-dire que ce voyage en Antarctique, au fond, on a passé beaucoup de temps à attendre. On a attendu avant de partir que le bateau sorte de sa gangue de glace. Nous-mêmes, on s'est retrouvés bloqués dans la glace. Et puis le raid était une sorte, chaque jour était le même. On était dans un jour sans fin. Et je dis après je me dis mais comment on raconte un livre sur l'attente où on passe quand même le plus clair de son temps à s'ennuyer finalement, où il ne se passe finalement pas grand chose. Il y a des moments d'accélération mais il ne se passe pas grand chose. Comment faire tenir en haleine un lecteur sur 256 pages sur quelque chose où il ne se passe finalement pas grand chose? Voilà, alors c'est comment on construit l'histoire. Ouais. Voilà, et j'ai imaginé cette histoire. Puis aussi, il y a une autre attente qui est celle, ce pourquoi on est embarqué là-bas. C'est-à-dire que si on a pu s'embarquer dans cette mission polaire, c'est que c'est une demande de l'Institut polaire, donc qui attendent quelque chose de nous, qui attendent que l'on parle d'une mission polaire, que l'on parle des expériences qui mènent là-bas. Alors qu'on ne va rien voir, au fond, puisque rien ne va se passer comme prévu, et tout ce dont on va parler, on l'a pas vécu. Donc comment l'évoquer, comment en parler? Et puis il y a une autre attente qui est encore plus culpabilisante, c'est les gens qu'on va rencontrer et qui connaissent quasiment tous le voyage que j'ai fait avant, enfin le livre que j'ai fait avant sur Voyage aux îles de la désolation, et qui vont me dire, on va être dans votre bande dessinée.
Et donc, ils sont finalement très heureux de se retrouver dans cette bande dessinée. Et le moment où il va falloir choisir entre la base de Dumont d'Urville et le raid, eh ben, c'est-à-dire que je vais pas répondre à leur attente. Je ne vais pas parler d'eux dans le livre. Et je vous avoue que j'étais un peu dans mes petits souliers à ce moment-là. Ça donne une très belle scène d'ailleurs, effectivement, une scène complètement folle où vous êtes accueilli un peu vertement par le directeur de Dumont d'Urville, c'est ça? Oui, c'est en fait le chef de la logistique polaire. C'est ça, oui, qui vous dit que si ça ne tenait qu'à lui, vous ne partiriez pas. Oui, j'ai pas mis exactement ces mots dans le livre parce qu'ils étaient plus crus que ça. Ah, oui. Mais c'est effectivement, voilà, si avec lui, on repartait le lendemain sur le bateau. Voilà. Est-ce que justement, par moment, ça vous est arrivé d'avoir une sorte de gêne parce que vous étiez au milieu de scientifiques, de gens qui... Enfin, vous étiez finalement, avec votre frère, les deux seuls à avoir une mission artistique. Et est-ce que par instant, ça vous a fait vous sentir de trop ou quoi? Alors, quand on est avec les scientifiques, les marins, ça se passe très bien. Je vous dis parce que j'avais fait aussi le livre précédemment, ils savaient à peu près ce que je pouvais faire, donc l'accueil était plutôt bon. Puis les dessinateurs, on est peut-être un peu privilégiés parce que en général, il y a beaucoup de bienveillance. C'en est pas de même, je pense, pour les cinéastes, les réalisateurs, voire les photographes. Sans doute parce que, de par leurs médias, ils sont sans doute beaucoup plus intrusifs dans la vie des gens. Ils ont besoin d'avoir des témoignages, des images. Moi, je note dans mon coin. Je vais pas poser. Enfin, je vais poser des questions, mais comme je pose au sein d'une conversation, c'est pas avec un micro. Je note ou pas, ou de temps en temps, enfin rarement dans le moment d'ailleurs. Et puis le dessin, je me mets dans un coin, enfin je connais un peu maintenant comment on peut réagir, donc je sais que je ne vais pas me planter sous le nez de quelqu'un en disant je vais te dessiner, ça ne se passe pas comme ça. Je me mets dans un coin, je dessine un truc, les gens ils viennent plutôt voir, et le dessin ça fait pas peur, on a tous dessiné un jour dans notre vie, donc je crois que le dessin ça renvoie beaucoup à l'enfance. Et c'est ça que je trouve qui est merveilleux, c'est que quel que soit son âge, sa classe sociale, son rang sur un bateau, que ce soit du marin, du capitaine, du scientifique, du technicien, le dessin, ils vont venir, ils vont rigoler, ils vont dire ah c'est ressemblant, c'est pas ressemblant, ou c'est ça. Enfin, donc c'est très très agréable en fait. Hein. Et ce qui pose évidemment plus de problèmes, c'est lorsqu'on arrive à Dumont d'Urville, où, donc, pour résumer pourquoi il y a une tension, c'est qu'on arrive avec énormément de jours de retard, et l'hiver approche, et il faut évacuer le maximum de gens de la base avant l'arrivée de l'hiver, parce que sinon ils sont bloqués pendant 10 mois. Et donc il faut trouver des solutions pour évacuer le maximum de gens. Le bateau a trouvé un passage à travers la glace, donc il faut qu'il reparte moins de 24 heures après par le même passage pour essayer de s'en sortir. Et donc il faut évacuer le maximum de personnes à ce moment-là. Et donc des gens qui sont sur le bateau avec nous, qui sont des scientifiques de très haut niveau, qui vont eux vraiment faire une mission sérieuse en Antarctique, qui préparent depuis des années, eh bien on va leur dire vous repartez demain. Voilà. Et nous, on a déjà, donc le chef de la logistique polaire nous dit bon, si avec moi vous repartiez demain, donc sous-entendu, j'ai eu des pressions, et puis on va l'un et l'autre, enfin on va d'abord nous proposer qu'il y en a un qui reste et l'autre qui parte, enfin on nous a imposé qu'il y en a un qui reste qui parte, et c'était de savoir, on avait 2 heures pour choisir lequel des deux allait faire le raid, et l'autre restait à Dumont d'Urville. Donc en l'occurrence, c'était moi qui restais à Dumont d'Urville, puisque, comme il disait, vous pouvez faire les dessins à partir des photos de votre frère. C'est une belle compréhension de la bande dessinée. Et puis, au final, on a imposé notre présence à tous les deux sur le raid. Et sachant que certains de nos amis sur le voyage, eux, avaient dû repartir directement, bon, on était à l'eau culot, mais bon, on se sentait c'était pas très à l'aise. Enfin, ce que j'avais dit à François, je lui disais faire un livre avec cette tension et en s'aliénant le chef de la logistique polaire, c'était peut-être pas très malin.
Est-ce que vraiment il était hostile? Enfin, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas tant que ça, en fait. Oui. Voilà, enfin, on a été surpris de sa réaction, qui nous dise bon, ok, vous partez tous les deux. Quoi qu'il en soit, vous l'avez fait. Voilà, on l'a fait. Voilà. Et justement, dans l'activité même, alors dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire une sorte de vague lien avec le côté un peu méditatif de travail en atelier, en bande dessinée, où je crois qu'il y a un dessinateur italien, alors je ne sais plus du tout son nom, donc tant pis, mais c'est pas très important, qui dit que pour bien dessiner, il faut être comme un lézard au soleil, c'est-à-dire passif et en même temps attentif à tout. Est-ce que c'est quelque chose derrière dans lequel est-ce que vous vous retrouvez, ou est-ce qu'effectivement vous trouvez qu'il peut y avoir un lien dans l'état d'esprit que réclame la vigilance de conduire ce convoi, en même temps où il ne se passe pas grand-chose? Bah là, j'avais pas intérêt à être passif au volant de ces grosses machines-là, parce que sinon j'allais partir dans le décor. Okay. Non, là j'étais quand même sur une mission, donc j'avais un boulot. C'était ça d'ailleurs qui était très excitant, c'est qu'on n'était pas seulement des observateurs, des témoins, on était acteurs d'une mission polaire. Et nous avions donc cette responsabilité de conduire ces machines de 550 chevaux et de ne pas les envoyer dans le décor. Donc ça demandait effectivement de l'attention, mais ça n'empêche pas d'être vigilant, enfin aussi pour son travail, c'est-à-dire que je pense que toute personne qui raconte des histoires, qui crée, est attentif à tout ce qui se passe autour. Quand je suis dessinateur, je pense que j'ai toujours une partie de moi qui est en train qui regarde, même sans m'en rendre compte en fait. Il y a des choses que j'enregistre, je peux parler à quelqu'un, puis en même temps une partie de moi qui est en train d'essayer de comprendre comment un visage est construit, comment se tient cette personne, quels mots elle utilise, enfin voilà, d'être attentif à toutes ces petites choses. Et c'est ça qui va nourrir de toute façon un récit. Mais enfin, quand je fais un récit, je le fais aussi par ailleurs. Je pense que c'est une partie de moi, mais comme je pense tous les créateurs, on a une partie qui est toujours comme ça en éveil, bien entendu. Est-ce que, tout à l'heure, vous parliez du directeur logistique, où vous n'avez pas repris exactement ces mots. J'imagine qu'il y a eu d'autres interprétations comme ça qui ont pu être nécessaires, tout simplement pour que le livre garde du rythme. Dans quelle mesure est-ce que vous avez dû retravailler en fait ce que vous aviez comme substance? Il y a deux choses. La première, c'est que il y a des fois où je sais que quand je fais un livre, surtout quand je fais ce genre de livre, de voyage, où je mets en scène de vraies personnes, je me rends compte du pouvoir énorme que j'ai, parce que je peux finalement leur faire dire ce que je veux. Et donc ça implique une certaine responsabilité, et que quand je fais dire des choses aux gens, si c'est quelque chose qu'ils disent comme ça sous la colère, je ne peux pas traduire les choses, surtout si je n'ai pas du tout envie de charger la personne. Il m'est arrivé une fois de charger une personne, de mettre vraiment ces mots, parce que il m'avait... La petite anecdote, c'est que quand sur le bateau, le Marion Dufresne, ça s'est passé très bien avec tout le monde. Tous les gens que j'ai dessinés, ça s'est toujours très bien passé. Il se trouve qu'on était deux dessinateurs à bord du bateau. L'autre, c'était un artiste peintre. Et la seule personne avec qui ça s'est mal passé, qui m'a interdit de le dessiner, et en me prenant par le col comme ça, en me disant « t'as pas intérêt de me dessiner », eh bien, voilà, c'était l'autre dessinateur. Et lui, dans l'histoire, effectivement, à un moment donné, on a une discussion, et je lui dis « mais dans tes dessins, tu dessines jamais les gens ». Et il me répond « non, ça m'emmerde ». Et ben j'ai mis la phrase « ça m'emmerde ». Voilà, c'est tout. Mais autrement, pour répondre donc à la deuxième partie de votre question, c'est évidemment un travail de réécriture complète après, parce que je n'oublie pas que je raconte une histoire, et il faut que ce soit rythmé. Je ne peux pas mettre exactement les mots, les termes qu'utilisent les gens. J'évoque dans Voyage d'île de la désolation à la lune est blanche beaucoup des missions scientifiques, donc le travail des uns et des autres. Donc là, après le voyage, j'ai une correspondance avec ces scientifiques où je leur demande « explique-moi quel est ton travail ?» Et ils vont me l'expliquer avec leurs mots de scientifiques.
Bon, ce sont des gens qui aiment partager, donc qui essaient de trouver les mots simples, d'être le plus clair possible. Mais ensuite, moi, je vais devoir retravailler ce qu'ils me disent pour en faire un dialogue, quelque chose qui soit dynamique. Voilà, je raconte un récit, je ne fais pas une revue scientifique. Si on veut avoir des précisions plus grandes, on va s'adresser à un autre support pour ça. Et donc je réécris ça et je mets en scène surtout de manière à ce que ce soit scientifique. Il y a par exemple dans La Lune est blanche, à un moment donné, une rencontre avec une jeune glaciologue, Hélène, qui va m'expliquer son travail. Alors je représente cette scène le lendemain de notre départ de Hobart. La mer, elle est vraiment grosse. C'est un bateau à fond plat, donc qui gîte 30 degrés bâbord à 30 degrés tribord, donc ça bouge quand même beaucoup. On est sur le pont, il pleut, et on va discuter à ce moment-là. Et j'ai le souvenir de cette discussion, on cherchait sans cesse notre équilibre, on se croisait parce qu'on se balançait en permanence comme ça. Alors, elle a dû m'expliquer en quelques mots quel était son travail, mais quand elle m'a expliqué plus précisément ce qu'était son travail, c'est probablement à table, c'est dans les moments où on discute. Dans l'histoire, j'ai mis cette discussion à cet endroit-là. En fait, j'ai fait un mélange de deux discussions à cet endroit-là, parce que ça me semblait le plus visible, le plus visuel. Et j'ai imaginé ça comme une danse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où on se tourne le dos quand on parle. Et c'était ça le dynamisme de l'histoire. L'idée, la mise en scène, c'est ça. On crée quelque chose de dynamique. Faire une discussion de personnages à table, ça se passe souvent comme ça, en fait, dans la vraie vie. Mais c'est pas parce qu'on raconte des choses vraies qu'on doit obligatoirement faire ce genre de mise en scène qui est finalement très plate. Moi, je déteste dessiner des personnages à table en plus. Donc voilà, je voulais quelque chose de dynamique. Alors ça peut venir de lecture. Je ne sais pas si vous connaissez le film Mon oncle de Jacques Tati. C'est une digression, mais c'est ce film qui m'a inspiré la scène. À un moment donné, Mon oncle de Jacques Tati, ça se passe dans une maison moderne. Et pour accéder à cette maison moderne, du portail à la porte de la maison, il y a un chemin qui fait un S comme ça. Voilà. Et la dame de la maison accueille sa voisine. Ma chère amie, ils se tendent les bras dès le départ. Voilà, ma chère amie, ils continuent à parler. Mais à un moment donné, parce que le chemin fait un S, ils tendent les bras vers le vide en se tournant le dos. Et j'avais trouvé cette scène extraordinaire, donc je l'ai mise dans... C'est un peu la même chose que j'ai fait. Voilà, raconter une histoire, c'est ça, c'est essayer de dynamiser, de trouver les trucs pour qu'on ait envie de tourner la page. Disons que je prends le lecteur par la main et puis je ne lâche pas. Voilà, je crois que ça... Même si je fais du BD reportage, je n'oublie pas que pendant 20 ans, j'ai fait de la bande dessinée fiction. Et est-ce que là, vous aviez une mission didactique par rapport à ce qu'on vous a demandé? Est-ce qu'il était important, vous deviez parler de ce qui se passait à Dumont d'Urville, mais est-ce qu'il y avait aussi la préoccupation de dire qu'est-ce qu'on fait précisément? Parce que justement, il y a des passages, effectivement, où vous parlez des scientifiques et de ce qu'ils ont à faire. Est-ce que ça, c'était demandé par l'Institut polaire? Ce qui est demandé, c'est de témoigner d'une mission polaire. Ce qui est difficile, la question qui s'est posée dans l'écriture du scénario, c'est comment parler de choses que l'on ne va pas voir. Parce qu'on ne va pas rester à Dumont d'Urville, donc on ne va pas voir concrètement ce qu'ils font. Ce qui n'était pas le cas dans Voyage aux îles de la Désolation. Donc il a fallu trouver un truc narratif pour en parler alors qu'on l'a pas vu. Et ça, c'est aussi une construction narrative. Vous savez, c'est comme dans les films de cambriolage. Vous avez tous les voleurs qui sont autour de la table au début du film. Toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. À telle heure, il va se passer ceci et cela. Et puis, évidemment, rien ne se passe comme prévu. J'ai construit l'histoire comme ça. Donc, ce qui me permet de, sans avoir d'y toucher, de parler des recherches scientifiques qui sont menées là. Parce que ça fait effectivement... Je ne dis pas partie du cahier des charges, mais j'ai envie quand même qu'il y ait de la matière, quand même, du grain à moudre aussi. Puis je trouve que c'est important de témoigner aussi de ce qui est fait en Antarctique. Moi, j'ai rencontré là-bas le monde de la science que je ne connaissais absolument pas. Moi, je ne viens pas du tout de ça. Et je crois que ce sont des gens qui m'ont énormément touché. Ce sont des gens qui aiment partager, qui aiment raconter, qui aiment témoigner de leur savoir. Et j'ai aussi, ce
qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai l'impression de rencontrer des gens adultes, c'est-à-dire des gens curieux, sensibles à ce qui se passe dans le monde, ils savent ce qui se passe, quoi, qui essaient d'alerter aussi sur... qui essaie d'alerter sur le monde dans lequel on vit. Et je crois que j'ai aussi envie de partager cet enthousiasme. Donc voilà pourquoi mais je vais pas... Disons que peut-être que je laisse des portes ouvertes, de manière à ce que si on a envie d'aller plus loin, on puisse le trouver sur un autre support. Mais il y a des choses effectivement qui sont sans doute plus faciles à parler que d'autres. Je crois qu'il y a des domaines scientifiques que je n'aurais jamais réussi à aborder parce que je ne les comprends pas ou je ne vois pas comment j'aurais pu le faire. Il y avait aussi un travail sur le magnétisme terrestre qui est mené à Dumont-d'Urville. Et ça, c'était au-dessus de mes capacités intellectuelles de pouvoir vulgariser le magnétisme terrestre. Voilà. D'accord. Ma dernière question, c'est... quand on revient de voyage, je trouve que c'est pas toujours facile de partager cette expérience avec les proches, parce qu'eux l'ont pas vécu et le voyage finalement ça reste une expérience assez intime. Est-ce que le fait d'en faire un livre, ça permet de combler ce vide? Pour moi, oui. Je sais que j'ai lu ce livre à mes enfants. Mais je crois que ce qui m'a sans doute le plus touché, c'est les gens qui ont fait ce voyage avec moi, ou ces gens qui vont régulièrement en Antarctique, me dire tu as mis en mots ce que nous on est incapable de dire aux autres. Voilà. Et ça je pense que les raiders justement m'ont écrit un mot comme ça, enfin quelques-uns, me dire voilà, maintenant je vais pouvoir montrer ce que je fais là-bas grâce à ton livre. Et ça, quand les hivernants des terres australes me l'avaient déjà envoyé, et ce qui pour moi m'avait vraiment beaucoup touché. Oui, c'est une super récompense. Et oui, et puis surtout de me dire, grâce à eux, de me sentir un peu des leurs. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce monde m'a fasciné, la façon qu'ils ont de partir pendant 18 mois comme ça, coupé complètement du monde. Puis ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'était leur vie là-bas. Parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas vécu avec eux. Mais voilà, j'ai voyagé avec eux, j'ai passé du temps avec eux. Puis ils m'ont raconté, enfin, ou même pas, ou j'ai juste simplement l'observation, peut-être parfois, la façon de... Par exemple, une journée, je pense, qui m'a été très marquante, c'est que parmi les derniers jours du voyage dans les terres australes, sur l'île d'Amsterdam, je suis allé marcher une journée avec des gens qui venaient de passer 18 mois sur l'île de Crozet. Et à la façon dont ils avaient de marcher ensemble, sans parler, mais tout en étant très attentifs aux uns et aux autres, de partir, d'être attentifs aux oiseaux qui passent, à la texture du sol, le simple fait d'aller dans une cabane comme ça, puis au soleil, et de s'ouvrir une bouteille de Bourgogne face à l'océan Indien. Voilà, je pense que c'est ces moments-là en fait qui m'ont donné l'intuition de ce qu'ils avaient pu vivre. Donc ce que je dis dans le livre, c'est ce que je crois en comprendre, sans savoir si ça va être bon. Évidemment, quand après j'ai le retour, ils me disent c'est ça. Et surtout aussi que ce sont pas seulement eux, mais aussi d'autres gens, d'autres missions polaires précédentes qui m'ont aussi envoyé des courriers, des gens. J'ai même rencontré un monsieur qui a 91 ans, qui s'appelle Jean de Ramon, qui lui a été... on appelait à l'époque le gouverneur de l'île d'Amsterdam, donc en 1952, donc il a participé à la construction de la base. Et voilà, de me parler de son expérience, c'est de dire que dans mon livre, il retrouve ce qu'il a